En France, en 2019, 146 femmes et 27 hommes ont été tués sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Vera Pecteleva et Maxime Gagé, 2 cas de violence conjugale que je vous présente aujourd'hui. C'est parti. Join us, support us, join us, support us. Just because the media is massive, we have draconian laws, we have brutal police action, and we have the judiciary working at the behest of the political leaders. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver, même si c'est un peu plus tôt que ce que je pensais. J'avais pris un petit peu de distance avec les vidéos dernièrement pour plein de raisons. Déjà parce que je suis très occupée et puis aussi parce que j'ai reçu ces derniers temps pas mal de commentaires assez difficiles à encaisser. Du coup, il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir reprendre. Je vous garantis pas qu'il y aura de nouveau une vidéo par semaine, mais malgré tout, il me semblait important de faire celle-ci. Les cas que je vais vous présenter aujourd'hui semblent relativement similaires et pourtant ils sont très différents. J'espère vraiment qu'ils vont vous intéresser parce que moi je les ai trouvés particulièrement fous dans la manière dont se sont déroulées les choses et aussi parce que finalement ce sont des choses qui arrivent tous les jours et qu'on a un peu de mal finalement à en prendre conscience, particulièrement avec la période de Covid où c'est encore pire. Donc voilà, si vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, et bien c'est parti pour ces 2 histoires de violence conjugale un peu particulières. Vera Pecteleva, c'est une jeune étudiante russe de 23 ans. Elle est plutôt heureuse et épanouie. C'est une très jolie jeune fille qui est dans une relation de couple avec un garçon qui s'appelle Vladislav Kanius, qui a 24 ans, avec qui elle est depuis quelques temps. Et au moment des faits, en 2020, ils se séparent. Et Vera va alors décider d'aller dans son appartement en Sibérie afin de récupérer ses affaires. Seulement, à son arrivée, elle va très vite se rendre compte que Vladislav est dans un état de rage assez dingue. Quand elle va pénétrer dans l'appartement, Vladislav va fermer la porte derrière elle et la verrouiller. Et là, elle va être complètement prise au piège. Elle ne s'attend pas du tout en fait à ce qui va se passer et pendant 3h30, il va la torturée. À de nombreuses reprises, il va la fracasser contre le mur, lui créant de multiples fractures au niveau du crâne. Et il va lui infliger pas moins de 56 blessures corporelles, un nez cassé, des coupures, des lésions un peu partout sur le corps et surtout des grosses lésions cérébrales. Enfin, il va terminer par l'étrangler avec le fil du fer à repasser jusqu'à ce qu'évidemment Vera s'écroule et ce que mort s'ensuive. Et Vladislav, pourtant, il avait prévenu son frère de ses intentions meurtrières peu de temps avant, donc sa famille était plus ou moins au courant. Néanmoins, personne n'a bougé le petit doigt. Ce jour-là, les voisins du jeune homme qui sont alertés par les cris de désespoir de Vera et de douleur appellent plusieurs fois en fait la police. Au total, ils vont les appeler 7 fois et malheureusement, la police ne va jamais se déplacer. Et au bout d'un moment, à force d'entendre ces cris, les voisins vont finir par se dire qu'il faut faire quelque chose, il faut essayer de sauver cette jeune fille et donc ils vont prendre un pied de biche et ils vont pénétrer dans l'appartement de Vladislav. Le problème, c'est que quand ils arrivent, il est déjà trop tard, Vera est déjà morte. Vladislav Kanius est alors arrêté et il va être inculpé de meurtre et va donc risquer entre 6 et 15 ans de prison ferme. Cette peine, elle va être jugée beaucoup trop légère par la famille de Vera, mais aussi par les militantes, parce qu'en fait, ce dernier n'est pas inculpé d'homicide aggravé où il encourrait une vingtaine d'années de prison, puisqu'il a été considéré par la justice qu'en réalité, il ne l'avait frappé que 4 fois avant de l'étrangler. Et ça va complètement contre les constatations des 56 blessures qu'ont fait le médecin légiste et donc ça met complètement fou de rage la famille de Vera qui ne comprend pas
comment il peut être juste jugé pour 4 coups au lieu de 56. Quant aux policiers qui n'ont pas réagi aux appels des voisins de Vladislav, ils vont être poursuivis pour négligence et ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Il faut savoir qu'en Russie, ce type de violence conjugale, c'est un peu monnaie courante, à tel point qu'en fait, ce type d'histoire, ça passe complètement inaperçu, sachant que en 2017, les violences contre les proches ont été décriminalisées en Russie, ce qui explique qu'en fait, la police ne se soit absolument pas déplacée. Actuellement, 16 millions de femmes en Russie subissent des violences conjugales et il existe même, pour vous dire, un proverbe russe qui dit « S'il te bat, c'est qu'il t'aime ». Dans son livre Ma compagne, mon bourreau, Maxime Gagé nous raconte l'histoire des violences conjugales qu'il a subies. Torturé, séquestré, humilié, battu par son ex-conjointe, Maxime, 37 ans, va y raconter en fait une histoire assez tragique et va complètement briser le tabou des hommes battus. Au tout départ, Maxime rencontre Zakia sur internet. Il explique qu'il voit d'abord un peu Mike Tyson avec une perruque, mais que malgré tout, comme il est peu habitué aux choses de l'amour, on va dire, il va très vite se sentir attiré. Très rapidement, il va emménager à Paris dans son studio de 34 mètres carrés où elle vit avec ses 2 enfants. Et dès le premier soir, Zakia va plus ou moins lui sauter dessus alors même que les enfants dorment juste à côté. Et pour Maxime qui ne connaît pas du tout, on va dire, tout ce qui est relations sexuelles puisqu'il n'en a jamais eu, il explique qu'il se trouve assez chamboulé, qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe et qui se dit finalement c'est peut-être normal et puis il se laisse faire. Par la suite, Zakia va s'accaparer ses pièces d'identité, sa carte bancaire, son PC portable, bref, à peu près tout, et sous prétexte que ce sera beaucoup plus simple pour gérer le ménage. Et au final, elle isole totalement Maxime qui va être coupé du monde extérieur du moment où elle va lui retirer son téléphone portable. Le 31 décembre 2007, Zakia va franchir un nouveau cap puisqu'elle va complètement couvrir Maxime de claques. Lui, bien sûr, va espérer que ce ne soit qu'une erreur de parcours et quelque chose qui ne se produira qu'une seule fois, sauf qu'il n'en saura rien et que les choses vont même empirer. Comme il est au plus mal, il va perdre son emploi et Zakia va commencer à le faire dormir sur un tapis directement à même le sol avec pour seule couverture un blouson. Il n'est plus autorisé à aller se doucher ou à aller aux toilettes comme il veut. Zakia va le forcer même à prendre des douches complètement glaciales, toutes fenêtres ouvertes. Et quelques jours plus tard, elle va franchir de nouveau un nouveau cap. Et là, elle va complètement lui brûler l'avant-bras avec un couteau qu'elle a fait chauffer auparavant sur la plaque de cuisson. Par la suite, elle va le frapper avec le manche du balai et elle va lui sauter dessus et approcher en fait de ses lèvres de l'acide pour terminer par lui poser un couteau sur la gorge. Zakia va même forcer Maxime à ingérer du produit lave-vaisselle et des éponges. Bref, il est traité complètement comme un esclave domestique. Il explique qu'il se sent impuissant, apeuré, qu'il est honteux de sa situation et surtout qu'il est très seul. Et en fait, il va s'empêcher de partir parce que tout d'abord, Zakia va le menacer de le dénoncer pour pédophilie auprès des forces de l'ordre. Elle va expliquer qu'elle connaît des gens dans la police, lui mettre un peu la pression avec ce genre de choses-là, si bien que même s'il voulait aller dans un commissariat, ne sachant pas où ses connaissances se trouvent, il n'ose pas. Et en plus, elle va le menacer de s'en prendre à ses enfants si toutefois il essaye de s'en aller. Et le salut de Maxime va venir d'un jour où il est seul avec les enfants de Zakia et où ces enfants-là vont lui proposer, en fait, vont lui demander s'il accepterait d'être pris en photo par leur oncle, donc le frère de Zakia, pour qu'il puisse prévenir sa famille. Le 2 mars 2009, il va donner l'alerte à la famille de Maxime en ces termes-là: si vous n'allez pas chercher votre fils, vous allez le retrouver dans une petite boîte. Et ses parents, qui ignorent complètement tout du calvaire de leur fils, vont retrouver Maxime dans un état qui est complètement catastrophique. Je vous mets quelques photos de quand ils ont récupéré leur fils.
Il a de nombreuses plaies au niveau de la tête, du cou, du thorax, du dos, des membres supérieurs. Il a le nez complètement cassé. Et il faut savoir que pour réparer tout ça, ça a été très compliqué. Il a été opéré au total 8 fois. Durant le procès de Zakia, la défense de cette dernière va évoquer sa bipolarité. Zakia déclarera même elle-même qu'elle reconnaît qu'elle était malade, qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et des médicaments, qu'elle était un véritable déchet et qu'aujourd'hui, en étant lucide, elle est consciente de ce qu'elle a fait et elle s'excuse auprès de la famille de Maxime et de sa propre famille. En mai 2015, en première instance, Zakia est condamnée à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme et 211 000 € de dommages et intérêts à Maxime. Le 25 novembre 2016, la Cour d'appel de Paris va de nouveau condamner Zakia à 2 ans de prison ferme et 3 ans de prison avec sursis, avec obligation d'activité professionnelle, de suivi médical, mais surtout de remboursement des dommages et intérêts à la victime. Alors si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'histoire de Maxime Gagé, je vous invite à lire donc son livre Ma compagne, mon bourreau, mais aussi à voir le film Itinéraire d'un homme battu de Cyril Danvers qui est disponible sur Vimeo et dont je vous mets le lien dans la description. Ces 2 œuvres qui font vraiment prendre conscience que les violences conjugales, en fait, ça n'arrive pas qu'aux femmes. Pour vous donner quelques chiffres, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales nous dit qu'il y a un homme tous les 13 jours qui décède sous les coups de sa compagne aujourd'hui en France. Et clairement, si je vous ai parlé aujourd'hui de ces 2 cas qui sont en soi similaires mais finalement très différents, c'est vraiment dans un but de prévention. Aujourd'hui, 84% des personnes qui décèdent au sein de leur couple en France sont des femmes. 7 victimes de violences conjugales sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés et 8 sur 10 déclarent avoir été soumises à des atteintes psychologiques, à des agressions verbales. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'avec la situation actuelle, les choses ne se sont absolument pas arrangées et les violences conjugales n'ont fait qu'augmenter. Premier confinement, 36% de violences conjugales en plus. Deuxième confinement, 60%. Je pense que c'est des chiffres assez édifiants. Alors voilà, si vous êtes victime de violences conjugales, que vous soyez un homme ou une femme, puisque comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça peut arriver finalement à n'importe qui, ou même si vous êtes proche d'une victime qui est battue, il y a une ligne qui est consacrée aux violences physiques, verbales et psychologiques, qui est le 3919. Et pour que vous puissiez y aller en toute confiance, je vous le dis, mais l'appel est anonyme et il ne figure même pas sur les factures de téléphone si toutefois voilà, ça peut faire peur. Et bien c'est totalement transparent comme geste. Donc voilà, si vous êtes victime ou proche de victime, surtout ne pas hésiter à appeler, c'est très très important. Vous avez certainement dû aussi voir durant le confinement de nombreuses vidéos qui vous donnent des signes pour alerter que vous êtes victime de violences conjugales et que vous avez besoin d'aide, particulièrement d'avoir un point noir au milieu de la main. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire pour vous signaler par exemple, je sais pas, à la pharmacie, voilà, pour dire au pharmacien j'ai un souci, j'ai besoin d'aide. Donc voilà, ne pas hésiter à le faire. Et puis je voulais terminer en disant que si toutefois vous êtes victime de violences conjugales et que vous regardez cette vidéo, il faut vraiment pas hésiter à dire que vous avez besoin d'aide, peu importe le biais. Je vous en ai déjà donné quelques-uns, mais voilà, faut vraiment ne pas hésiter à en parler parce que ça vous sauvera peut-être la vie. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui était certes un peu triste, mais je pense très importante à traiter. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche des notifications et puis à me laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire. Alors, je vous le glisse comme ça, mais uniquement s'il est gentil parce que les commentaires négatifs, là, j'ai tout écumé et j'en ai un peu ras-le-bol, je vous avoue. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est toujours sympa. Moi, j'aime bien échanger avec vous, vous le savez. Donc, ça me fera toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches surtout. Et n'oubliez pas, des psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Ciao. I had a funny call the other day. He said,